Warren Buffett est l'investisseur le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 120 milliards de dollars. Il est connu pour avoir fondé la fameuse société d'investissement Berkshire Hathaway avec son associé de toujours Charlie Munger. Un jour, lors d'une conférence, un actionnaire a demandé à Warren pourquoi Berkshire Hathaway sous-performait la moyenne du marché depuis plus de 15 ans. Warren Buffett a répondu ceci: « Je ne recommanderai jamais à personne d'acheter Berkshire Hathaway. Au lieu de cela, j'ai la conviction qu'acheter du S&P 500 est la meilleure voie vers la richesse pour une personne moyenne. Mais ce n'est pas tout, Warren a ajouté ceci: à mon décès, il y aura un fonds pour ma veuve et 90% iront dans un fonds indiciel S&P 500. Pas d'action Apple, pas de Microsoft, juste du S&P 500. Alors, est-ce vraiment une bonne idée ou simplement les délires d'un vieillard? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. That's in business we're talking about. L'objectif aujourd'hui, après une rapide présentation, va être de montrer tous les trackers disponibles en fonction des différentes enveloppes fiscales. On donnera des chiffres clés et on discutera un petit peu à la fin de la vidéo. Si cette introduction a retenu votre attention, vous n'allez clairement pas être déçus. Les chapitres sont en dessous si vous n'avez pas le temps, c'est parti. Le S&P 500 est connu comme étant l'indice de référence sur la planète. Certains parleront même du baromètre de l'économie mondiale. Et ce, pour de bonnes raisons. En achetant un seul ETF S&P 500, vous investissez sur les 500 plus grosses entreprises américaines et surtout sur plus de 50% de la capitalisation mondiale. Avec une performance moyenne annualisée de 9,7% sur plus de 100 ans et une large gamme de produits disponibles à moindre frais, le S&P 500 a appris à séduire au fil du temps. L'indice a fait son dernier plus haut le 4 janvier 2022 après une incroyable année 2021 et on est actuellement dans une phase de consolidation. Le S&P 500 a été créé par l'agence Standard & Poor's. Il est coté depuis 1957 mais on possède des données depuis le début des années 1900. Avant 1957, cet indice ne comportait en fait que 90 actions mais les règles d'éligibilité ont largement évolué au fil du temps. Aujourd'hui, pour pouvoir prétendre intégrer le S&P 500, il faut avoir une capitalisation boursière d'au moins 6 milliards de dollars, un flottant d'au moins 50% du volume transactionnel mensuel et un bénéfice global sur les 4 derniers trimestres. En d'autres mots, un gros paquet de pognon et des finances saines. Concernant la pondération au sein de l'indice, cela se fait proportionnellement à la capitalisation boursière de chaque entreprise. Plus il y a de capital, plus la boîte occupe une place importante dans l'indice. Ainsi, on retrouve sans surprise Apple en tête de liste, suivi de près par les autres GAFAM. On retrouve aussi la fameuse Berkshire Hathaway de Warren Buffett, mais aussi ExxonMobil et JP Morgan pour clôturer le top 10. La cotation, quant à elle, se fait toutes les 15 secondes dans les heures d'ouverture des marchés américains entre 9h et 16h, heure locale, 15h30, 22h à l'heure de Paris. Bon, on a fait le tour pour les généralités, on va passer aux différents produits. Pensez à liker si vous appréciez le travail jusqu'ici, c'est vraiment important pour moi. En tapant S&P 500 sur votre courtier, on peut vite se retrouver débordé devant le nombre de produits qui s'affichent à l'écran. Et cette vidéo est justement là pour ça. Pour faire simple, on va raisonner par enveloppe fiscale puis par émetteur. On commence avec les ETF éligibles au PEA qui ont tous une réplication synthétique. On rappelle que les marchés US sont uniquement disponibles sous forme de swap pour intégrer cette enveloppe fiscale qui est normalement destinée au marché européen. Les deux produits les plus connus sont des produits de Lyxor et Amundi. Deux produits fort ressemblants avec des encours corrects de plus de 500 millions d'euros, un prix aux alentours des 35 € et des frais identiques de 0,25%. En fait, si ces produits sont si proches, c'est que Lyxor et Amundi ont fusionné et des ETF autrefois concurrents sont maintenant des doublons. Notez que ces deux ETF sont passés dernièrement ESG à la surprise générale et profitant de l'occasion pour passer les frais de 0,15 à 0,25%. ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Fini les énergies fossiles et la pollution, on veut de l'écologie, du développement durable et du respect des droits sociaux. On en profite pour exclure les sociétés en lien avec le tabac, toutes sortes d'armes, y compris les armes nucléaires, les contrats militaires et les sables bitumineux. La question du tournant ESG est un sujet bien délicat qui divise la communauté des investisseurs. Je ne recommanderai de mon côté aucun de ces deux produits, non pas pour l'ESG, mais plutôt pour la dernière augmentation des frais. De l'autre côté, on retrouve 3 produits de la gamme BNP Paribas qui ont eux toujours des frais de 0,15%. Le premier possède un encours encore trop faible de 87 millions d'euros. Les deux autres sont assez similaires avec des encours plus élevés. Pour investir sur le S&P 500 dans le cadre de votre PEA, préférez peut-être le ESE qui est disponible sur tous les courtiers. Attention, on l'a vu avec Amundi récemment, les émetteurs sont rois et se réservent le droit de changer les règles du jeu à tout moment. Rien ne dit que BNP ne va pas s'aligner sur les autres critères ESG à l'avenir. Amundi a dit récemment que 40% de la gamme de tous les ETF serait ESG d'ici 2025. Toujours sur le PEA, on trouve des ETF hedgés en euros. Hedger, c'est se protéger contre le taux de change euro-dollar. Sur le long terme, la performance peut varier de 20 à 50%, voire même s'annuler dans des cas extrêmes. Ce n'est pas bien ou mal, mais vous devez savoir que vous pouvez vous protéger contre ce risque de change. Pour ce
faire? Il existe 3 produits de Amundi, Lyxor et BNP Paribas qui sont les mêmes que les précédents mais hedgés. Notez que les changements de frais dans le cadre du tournant ESG s'appliquent aussi sur les produits hedgés de Lyxor et Amundi. Pour investir sur un ETF S&P 500 PEA hedgé en euros, on préférera le produit de BNP avec des frais de 0,15% et un encours tout juste correct de 520 millions d'euros. Bon, on est plutôt pas mal sur le PEA et on a déjà de quoi faire. Concernant le CTO ou compte titre, on peut attaquer avec 3 mastodontes sur cet indice. 3 produits de Invesco, Vanguard et iShares avec des encours stratosphériques de 14, 30 et 57 milliards de dollars. Il s'agit de produits avec des frais extrêmement faibles de 0,7% pour les produits de BlackRock et Vanguard et même 0,05% chez Invesco. Pour avoir les meilleurs frais comme d'habitude, ça se paye au prix fort aux alentours de 800 € l'unité. Si je devais en choisir un, je prendrais celui de Invesco pour ses frais extrêmement faibles et son ancienneté malgré son prix un petit peu élevé. Notez que Warren Buffett recommande d'acheter les produits de Vanguard pour son ETF S&P 500 et le VUSA est parfois cité. Or, l'ETF présenté ici est distribuant et on sait que Warren Buffett est partisan des ETF capitalisants, c'est-à-dire des ETF qui ne s'exposent pas à la fiscalité sur les dividendes en les réinvestissant directement. À cet effet, voici les 2 produits les plus connus de Vanguard répliquant le S&P 500. Le fameux VUSA VUSA qui est distribuant, datant de 2012 avec son encours de 30 milliards de dollars, et son homologue capitalisant, le VUAA plus récent de 2019 avec des frais et un prix identiques. Notez qu'il possède un encours de presque 7 milliards, ce qui reste très largement au-dessus de la moyenne des ETF. De manière générale, on apprécie des encours de plus de 500 millions d'euros ou dollars et on n'aime pas passer en dessous des 100 millions. Disons qu'ici on est plus que large. Si je devais recommander un seul ETF S&P 500 pour les prochaines décennies et en basant sur les recommandations de Buffett, je dirais le VUA, VUAA. Mais dans le doute, regardons quand même ce que propose iShares. Pour rappel, iShares c'est BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds au monde. On trouve les 2 mêmes produits que chez Vanguard, des encours incroyables, des frais identiques de 0,07% et quelques années d'ancienneté. L'un est distribuant, l'autre capitalisant. Seul bémol, le prix du produit avec les plus gros encours. 430 €, encore une fois, c'est pas à la portée de tous les budgets. J'entends par là que si vous investissez 500 € par mois et que vous achetez 7 ETF, il ne vous reste plus que 70 € pour le reste de vos investissements. De manière générale, les produits signés BlackRock offrent souvent les meilleures caractéristiques. Bon, pour résumer sur ce petit tour d'horizon des différents produits, dans le cadre du PEA, on préférera le produit de BNP nommé ESE pour ses frais faibles de 0,15%. Les produits de Amundi étant passés à 0,25% de frais suite au tournant ESG ne sont plus à privilégier pour le moment. Dans le cadre du compte titre ou CTO, les frais sont beaucoup plus faibles et on retiendra le produit capitalisant de Vanguard nommé VUAA. Et ça, c'est Warren Buffett qui le dit. On va bientôt développer. Idéalement, avant d'investir, on doit savoir un minimum dans quoi on met les pieds. On va donner quelques informations et chiffres clés. Le S&P 500 représente plus de la moitié de la capitalisation mondiale et pèse actuellement environ 35 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le CAC 40 représente quant à lui 2 modestes pourcents de ce gros gâteau. Comme on l'a dit, le S&P se focalise essentiellement sur les 500 plus grosses capitalisations. Il existe 3500 boîtes cotées aux États-Unis, 14% d'entre elles seulement sont cotées sur le célèbre indice. On est donc assez spécifique sur les boîtes les plus lourdes, mais on ne possède pas de mid et de low caps. Concernant la performance, vous verrez partout que le S&P a fait 10% par an sur le dernier siècle. Et c'est vrai, à une nuance près. En réalité, et si on enlève l'inflation, l'indice n'aurait performé que de 6,7% annualisé sur cette même durée. Ce qui est une performance encore incroyable et cela reste toujours mieux que la majorité des autres actifs qui font 2 ou 3% annuels en moyenne. Les obligations à titre comparatif, c'est 1,8% net d'inflation. À plus court terme, les performances sont aussi très satisfaisantes. 110% depuis 5 ans, 200% depuis 10 ans, 450 et 950% depuis 20 et 30 ans. En fait, le S&P 500 est historiquement fait pour monter. Et ça, on s'en rend compte surtout à grande échelle malgré 3 grosses phases de retracement. Le fait est que le crash de 1929, l'inflation des années 1970 et la décennie perdue sont vite oubliés avec un horizon de temps de 5 à 10 ans. Encore une fois, les performances passées ne préjugent en rien les performances futures. Mais bon, un siècle c'est pas rien quand même. Oui, mais ça peut toujours descendre. Bien sûr que ça peut toujours descendre et ça on va le vérifier. En zoomant un petit peu sur les grosses baisses historiques, on peut noter moins 86% entre 1929 et l'été 1932, suivi de la Grande Dépression, peut-être la pire expérience boursière de l'histoire. Moins 50% entre janvier 1973 et l'été 1974, moins 50% sur la bulle technologique des années 2000, et moins 57% pour les subprimes et moins 35% express pour le Covid. On retient 2 choses. La première, c'est que tout est possible et que ça peut durer quelques mois ou quelques années dans les cas extrêmes. La deuxième, c'est qu'il s'agit pour les situations moins extrêmes d'opportunités incroyables pour les personnes sachant garder les idées claires en situation de stress. Je pense au Covid par exemple. En effet,
Suite au flash crash de quelques semaines, l'indice a repris plus 100% entre mars 2020 et décembre 2021. Concernant la répartition sectorielle, on est exposé sur la technologie à 28%, la santé à 13%, les finances 12%, les biens de consommation et les services de communication et l'industrie à 8%. Une répartition plutôt agressive qui a sans doute contribué aux performances passées de l'indice. On est là pour faire du chiffre de toute manière. Concernant la composition de l'indice, vous devez savoir qu'il y a une rotation de 2% chaque année. Pourquoi c'est important ? Eh bien car ça permet d'exclure les sociétés ne répondant plus aux exigences et d'inclure celles qui y répondent. En d'autres termes, vous gardez le meilleur et vous évacuez le reste. Prenez par exemple le top 10 du S&P 500 dans les années 2000 avec les cadors de l'époque. Seul Microsoft est resté dans le classement en plus de grappiller quelques places. General Electric, ancien numéro 1, est toujours dans une tendance descendante en perte de moins 70% depuis le pic de décembre 2000. Citigroup est en perte radicale de moins 92% et ne s'est jamais relevé. Cisco a bien remonté la pente après une descente aux enfers mais n'a jamais retrouvé son ATH. Bref, vous avez compris le principe. Si vous étiez exposé sur ces boîtes en stock picking dans les années 2000, votre capital a probablement extrêmement souffert. Si vous étiez exposé uniquement sur le S&P 500 depuis cette période, sur ces mêmes boîtes donc, vous auriez multiplié votre capital par 4. N'oubliez pas, avec les ETF, on prend uniquement le meilleur et on évite souvent le pire. Buffett recommande d'accumuler uniquement du S&P 500 à moindre frais pour assurer ses vieux jours. Pas de stock picking, pas d'achat-revente et d'opérations répétitives occasionnant des frais à chaque fois. Accumuler et ne pas vendre. La raison de sa condamnation est simple. Buffett ne croit pas que la personne moyenne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne suit pas le marché de très près, puisse sélectionner et suivre un portefeuille d'actions. Il semblerait, selon les dernières études et c'est vérifiable, que 90% des gestionnaires de fonds ne battent pas le S&P 500 à moyen et long terme. En fait, et à mon sens, le meilleur produit est là sous nos yeux. Par meilleur produit, comprenez placement qui surperforme les autres, qui bat l'inflation dans plus ou moins tous les cas, un placement fiscalement très intéressant et sur lequel on paye peu de frais. Un placement qui fait le tri pour ne garder que le meilleur et assurer une bonne performance sur le long terme malgré des crashs en cours de parcours. Mais les crashs sont communs à toute l'économie de toute manière et on connaît les règles. De mon côté, j'accumule du BNP S&P 500 sur mon PEA ayant revendu mes dernières positions chez Amundi. Je suis de toute manière largement plus exposé sur le monde via le CW8 et EWLD pour l'instant. On a déjà montré les doublons dans une vidéo spécifique que je vous remettrai à la fin. Pensez à liker si vous avez oublié jusqu'ici, c'est vraiment important pour moi. Si vous voulez vous lancer en bourse et acheter vos premiers ETF S&P 500, prenez donc mon code référal pour Bourse Direct. Vous bénéficiez de 50 € offerts au premier versement. Je vous laisse faire vos recherches sur le meilleur courtier PEA, mais vous finirez probablement sur Bourse Direct. Dans tous les cas, prenez un référal quelque part. Avec ces 50 €, vous avez vos 3 premiers ETF BNP Paribas. Si vous voulez ouvrir un compte titre et acheter du S&P 500 à 0,07% de frais, prenez donc mon code référal vers mon courtier DeGiro. Vous bénéficiez cette fois de 100 € offerts pour acquérir vos premiers ETF. Prenez-vous en main les amis et assurez l'avenir le plus vite possible, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Je vous remets comme convenu une vidéo qui parle du MSCI World et qui compare à la fin les doublons avec le S&P 500. Regardez-la si ça ne vous parle pas, il y a clairement de la plus-value. Je vous remets une seconde vidéo avec les ETF éligibles au PEA avec les frais les plus faibles du marché. On fera quelques démonstrations simples et on montrera les produits disponibles. Merci de votre attention, à la prochaine les amis.